Oui, j'ai changé de sujet un petit peu à la dernière minute. Alors, je voulais bien préciser que ce n'était pas la faute à Gervais cette fois-ci, mais plutôt la mienne. J'avais pensé vous parler bon, d'un exemple de patrimonialisation d'une petite région du Québec qui s'appelle la MRC des Basques, et de vous expliquer comment cette région qui est peuplée de rioux et puis d'amour et de gens qui viennent essentiellement de la Bretagne, a acquis ce ethnonyme de Basque parce que ça n'a rien à voir avec finalement l'ethnicité des gens qui l'occupent. Mais je pensais que ça serait peut-être plus intéressant pour vous d'élargir un petit peu la perspective et de vous parler de cette même question de la patrimonialisation, mais dans une perspective un peu plus large et dans le cadre d'un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant, dans le cadre de ma chaire de recherche du Canada, qui est l'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Alors, c'est une encyclopédie qu'on a lancée avec l'Institut du patrimoine. C'était un projet, disons, qui était un petit peu sur la table de l'Institut lorsque j'ai pris la direction en 2005, qui n'avait pas encore démarré, mais qui était en discussion déjà depuis quelques années. Et donc, j'ai pensé que ce serait intéressant de reprendre ce projet et de le développer. Bon, d'abord parce que les encyclopédies électroniques sont de plus en plus consultées et il y en a beaucoup en langue anglaise, comme vous savez, à commencer par Wikipédia qui connaît un succès mondial. Et je me suis dit, bon, ben, ce serait quand même important pour la sauvegarde, la préservation et l'épanouissement de la langue française et de la culture française qu'on ait une encyclopédie de ce type qui porte sur le patrimoine de l'Amérique française. Alors, à l'origine, on avait pensé faire une encyclopédie papier et en réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il était, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, beaucoup plus important de faire d'abord une version électronique et de faire éventuellement une version papier plus tard. Donc, on avait, si vous voulez, au départ, 2 objectifs qui nous ont guidés pendant toute l'élaboration du projet, sa conception et sa mise en œuvre. Ça a été d'abord de faire, on voulait faire une encyclopédie multimédia vivante pour qu'elle soit en quelque sorte le reflet du patrimoine qu'on voulait montrer. On partait du principe que le patrimoine, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas que des objets qui reposaient dans un passé lointain, mais en fait des objets qui étaient vivants. Et donc, on a pensé qu'en faisant une encyclopédie multimédia, en insistant beaucoup sur la communication beaucoup plus que la conservation, ça a été aussi quelque chose de très important pour nous, d'insister sur la communication plutôt que la conservation, parce qu'en patrimoine, on fait généralement le contraire, la conservation, alors que, bon, en réfléchissant un peu, on se rend compte que la meilleure façon de conserver quelque chose, c'est de la communiquer. Le meilleur exemple de ça, c'est la langue. Une langue qui n'est pas communiquée, qui n'est pas utilisée, meurt très rapidement. Donc, on s'est dit bon, que le patrimoine était quelque chose de vivant et qu'on voulait essayer de le rendre, de le transmettre de façon vivante et de transmettre cette notion d'un patrimoine vivant à travers l'encyclopédie. Et donc, on a beaucoup mis l'accent sur une utilisation, un accès facile, l'utilisation facile également, et une lecture, en fait, des articles pas trop longs, de l'ordre de 1500 à 2000 mots, avec beaucoup d'illustrations, et surtout des documents sonores et audiovisuels à la fin de l'article pour que les gens puissent avoir, par exemple, des extraits pour, je ne sais pas, l'île d'Orléans, des extraits de chansons de Gilles, pas de Gilles Vigneault, mais de Félix Leclerc, pardon, qui chante l'île d'Orléans. Où on a par exemple signé une entente de partenariat avec l'Office national du film qui nous donne accès gratuitement à des extraits de films qu'on peut utiliser pour illustrer les articles. Alors le deuxième objectif, c'était d'essayer d'aborder, de façon pas trop compliquée, pour le grand public, la notion de la patrimonialisation, c'est-à-dire que le patrimoine était quelque chose qui évoluait, qui se renouvelait
qui était construite de différentes façons. Et donc, on a pensé que ce serait important d'aborder, de ne pas juste faire une description des biens patrimoniaux, mais d'essayer d'encourager nos auteurs à traiter de la patrimonialisation, c'est-à-dire de voir comment le bien patrimonial en question avait été érigé en bien patrimonial. Et donc, on s'est dit, ça sera intéressant pour nos lecteurs, mais aussi pour nous, parce que l'encyclopédie devient, en quelque sorte, devient dès lors pour nous un laboratoire de la patrimonialisation, parce que, on peut s'imaginer que les façons dont le patrimoine est construit varient beaucoup dans le temps et dans l'espace, et que les articles provenant des quatre coins de l'Amérique du Nord nous permettraient de voir ces différentes façons dont le patrimoine des francophones de l'Amérique du Nord avait été construit. Alors, on a donc... le problème, c'est que, on voulait aussi que l'encyclopédie soit accessible au grand public, donc on a introduit l'idée qu'il y aurait des niveaux de lecture dans chacun des articles, c'est-à-dire qu'on commence avec un niveau très élémentaire, disons, avec un petit résumé d'un paragraphe qui présente le bien patrimonial. Ensuite, un texte d'à peu près 1500 à 2000 mots. Le début du texte, on demande toujours aux auteurs de faire une description du bien, de dire où il est, ce que c'est, est-ce qu'il est visité, est-ce qu'il n'est pas visité, qui il est important pour qui, voyez, enfin des informations un petit peu circonstancielles de ce type et géographiques. Ensuite, un petit historique de ce bien, par exemple les monuments du cavalier de la Salle, de voir un petit peu à quel moment ils ont été érigés, les noms de rues, par exemple. Il y a beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup de noms de rues qui portent des noms d'explorateurs francophones, par exemple. Alors, et ensuite de terminer l'article avec un historique de la construction du bien comme patrimoine, pour essayer de comprendre le phénomène de la patrimonialisation. Alors, donc, actuellement, nous avons à peu près 60 articles en ligne. Je devrais dire que peut-être que le programme qu'on utilise pour gérer l'encyclopédie, c'est un wiki. C'est un peu le même programme que le Wikipédia, c'est-à-dire que il offre toutes sortes d'avantages, c'est-à-dire que les auteurs peuvent déposer leur texte directement sur le site. On fait l'édition du texte sur le site. Il y a un archivage de toutes les éditions, de toutes les versions des collections, et donc qui sont conservées aussi longtemps qu'on veut les conserver, pour y revenir au cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'édition, des malentendus entre l'auteur et le comité de rédaction. Et puis ensuite, une fois que l'article est révisé, accepté par le comité de rédaction et l'auteur, il est mis en ligne. Alors, je vais juste vous montrer très rapidement le site. Alors, vous êtes sur la page d'accueil ici. On a la liste, on peut cliquer sur la liste des articles. Et puis, alors donc là, il y a la liste. On peut faire aussi une recherche avancée pour chercher par thème, par exemple, ou on veut aussi mettre une carte sur le site pour qu'on puisse faire une recherche par voie géographique. Alors là, on peut cliquer sur, je pense, un article. Je dois peut-être vous dire que on a aussi essayé de couvrir les trois principaux domaines du patrimoine tels que définis par l'UNESCO, c'est-à-dire le patrimoine naturel, le patrimoine matériel, c'est-à-dire bâti, et aussi le patrimoine immatériel, tout ce qui est chansons, musique, danse, fêtes, festivals, traditions orales, etc. Là, je vais vous montrer là on pourrait faire peut-être l'île aux Basques, tiens, puisque j'allais parler de l'île aux Basques, j'ai fait un article sur l'île aux Basques. Alors, donc, vous avez ici donc le petit résumé dont j'ai parlé au début, et puis après ça le sommaire de l'article. Alors ici, l'auteur, qui est moi-même, a présenté en fait, l'île aux Basques a été classée monument historique par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada
en 2001, pour deux raisons. En raison de sa richesse, la richesse de sa faune et de sa flore et surtout des oiseaux qui fréquentaient l'île, donc en raison de sa très riche nature, mais aussi de son passé unique, parce qu'il y a des Basques qui sont venus s'installer très tôt. Ça a été, jusqu'à ce qu'on trouve le site de Jacques Cartier ici à Québec, le site européen le plus ancien du Québec. Occupé dans les années 1570-1580. Alors donc après ça, il y a une section sur la patrimonialisation, comment l'île a été reconnue comme patrimoine. Il y a tout un processus qui a duré près d'un siècle, qui aboutit au classement de l'île par la Commission des biens, la Commission des lieux et des monuments historiques du Canada. Alors, donc là, vous avez aussi des documents complémentaires que vous pouvez consulter, des images, donc d'autres images. Alors, qui sont là, vous avez la liste. Alors là, il y a des objets que nous avons trouvés lorsqu'on a fait les fouilles archéologiques. Les fours, des restes d'un harpon, par exemple, des tuiles qui étaient utilisées pour les bâtiments qui étaient sur le site, une mandibule de baleine, etc. Les fouilles archéologiques, c'est sûr que les fouilles archéologiques ont beaucoup contribué à la patrimonialisation de l'île. Alors, sinon, après ça, vous avez il y a aussi des extraits d'un documentaire qui avait été tourné lorsqu'on a fait les fouilles à l'île aux Basques. Attends, je vais essayer. Alors donc, on a pris des sections de ce documentaire qui dure une demi-heure. On a pris des petites sections de 5-6 minutes. Et puis, donc, on peut là... attends. Tiens. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le... Bon, enfin, écoute, je pense que vous voyez bien. Hein? J'y suis pour rien. Non, non. Bon, alors vous voyez bien, on peut cliquer, on a des extraits sonores, audiovisuels. Pour le patrimoine immatériel, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, une fête, lorsqu'on a un extrait vidéo, ça nous permet de vraiment voir ce qu'est la fête, alors que sans ce moyen technologique, il serait difficile de le montrer de la même manière qu'on montre un objet archéologique ou un monument historique. Alors, on avait aussi un volet jeunesse qu'on est en train de développer pour essayer d'amener les jeunes de 13 à 17 ans sur le site. Et c'est une demande aussi qui est venue du ministère de l'Éducation qui, maintenant, est prêt à investir de l'argent dans le projet pour que ce site devienne accessible, pour que le volet jeunesse soit développé et qu'il soit utilisable dans les écoles du Québec, mais aussi dans les écoles francophones hors Québec, qui sont très friands de ce type d'outils pédagogiques. Alors, qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à présent en ce qui concerne la patrimonialisation? Des choses intéressantes et vraiment surprenantes. D'abord, on s'est rendu compte que le patrimoine se construit de façon très très variée, qu'il y a une très grande variété de manières de construction, dépendant souvent des contextes politiques, sociaux, économiques, etc. Des événements qui se produisent, que le patrimoine, et comme l'a signalé très bien Daniel, est un processus. C'est quelque chose, ce n'est pas une chose, mais beaucoup plus un phénomène de transformation. Il y a par exemple de nombreux cas de sites qui ont été reconnus, classés, ensuite abandonnés, carrément abandonnés et parfois occupés ou réclamés par d'autres groupes. Alors ça c'est intéressant. Aussi ce qu'on a constaté, c'est que le patrimoine n'est pas toujours construit par ceux qui le réclament en quelque sorte. Il y a des exemples frappants de construction
qui sont faits par d'autres. Hein. Le cas de Grand Pré, par exemple, est vraiment très intéressant. Tout est parti finalement du poème de Longfellow, qui est un Américain qui a écrit ce fameux poème d'Évangéline. Les premiers flux touristiques à Grand Pré sont venus des États-Unis. Ce sont les Américains qui ont visité Grand Pré d'abord, avant les Acadiens. Et c'est lorsque les Acadiens se sont rendus compte que c'était en fait leur site et que c'était les Américains qui le visitaient, ils se sont dit, on va se l'approprier. Et il y a eu toutes sortes de stratégies pour s'approprier le site à partir des années 20, 30. On a commencé à faire des manifestations, on a construit l'église dans les années 30 pour faire en sorte que ce site soit un site acadien. Alors qu'à l'origine, ce n'était pas du tout ça. Il y avait le cas, par exemple, de l'île aux Basques, qui est intéressant aussi, où on construit un patrimoine à partir un petit peu d'une altérité, c'est-à-dire à partir d'un autre. On s'approprie l'identité d'un autre groupe pour le faire sien. L'AMRC des Basques, qui a été peuplée à la fin du XVIIe siècle essentiellement par des Bretons et des Normands qui venaient de l'île d'Orléans, se sont progressivement appropriés le site et en même temps l'ethnicité qui allait avec, c'est-à-dire celle des Basques. Ils se sont au point où ils se sont nommés la MRC des Basques. Et vous allez à l'île aux Basques, il y a des rues des Basques, il y a plein de panneaux, il y a plein de magasins, etc., qui portent l'ethnonyme basque. Il y a aussi chose qui nous a intéressé beaucoup, c'était de constater que le patrimoine est construit souvent dans des contextes conflictuels, des contextes de compétition et de conflit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a plusieurs groupes qui réclament un site ou un bien quelconque, ce bien va prendre d'autant plus de valeur qu'il est réclamé par plusieurs groupes. Et puis, donc la valeur patrimoniale, elle est construite essentiellement de cette manière, par la concurrence qu'il peut y avoir entre différents groupes pour un même site. Daniel a un petit peu fait allusion à ce phénomène. Ce qu'on constate aussi, c'est que le patrimoine, le sens du patrimoine évolue dans le temps. Il y a 30 ans, le patrimoine qui était très valorisé était le patrimoine matériel, surtout archéologique et architectural, alors qu'aujourd'hui, c'est le patrimoine immatériel qui est de plus en plus valorisé. La fonction aussi du patrimoine était avant, je dirais, plus économique et politique, alors que maintenant, il devient de plus en plus social. On veut que le patrimoine soit social, qu'il soit lié aux communautés, que ce soit les communautés locales qui le mettent en valeur et qui en fassent la promotion. Alors, voilà un petit peu les quelques conclusions auxquelles on est arrivé jusqu'à présent. Je vais terminer, si j'ai encore 5 minutes, par un petit multimédia qu'on a fait qui présente l'encyclopédie. Et on l'avait fait dans un but promotionnel et finalement, on l'a mis carrément sur le site pour que les gens puissent le consulter sur le site. Alors, il est sur le site, mais là, je n'ai pas apporté la version site parce que elle est plus petite et puis... il faudrait que ce soit 5 minutes et moins. Oui. Bienvenue dans l'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, qui vous invite à découvrir la richesse de l'héritage de Champlain. Aujourd'hui, en Acadie, c'est pas trop fort, dans les prairies, en Ontario, aux États-Unis, au Québec, le patrimoine des francophones d'Amérique se manifeste de bien des façons. l'encyclopédie vous propose d'explorer toutes ces formes de patrimoine, d'hier à aujourd'hui. Le patrimoine ethnologique, la musique et les danses que les francophones d'Amérique préfèrent, la variété de leur savoir-faire, leurs mœurs et leurs coutumes. Le patrimoine naturel, les lieux qui leur sont chers, les ressources naturelles qu'ils exploitent, les terres qu'ils cultivent. le patrimoine matériel, les objets qu'ils ont fabriqués, les églises, les moulins, les maisons qu'ils habitent.
L'encyclopédie couvre la diversité du patrimoine de l'Amérique française dans une variété d'articles, complétés par de nombreux documents multimédia. Bon, il y a Brielle-Poulain à Saint-Joseph. Il y a une bonne terre. Il y en a plusieurs. Mais l'une de ses meilleures longe la rivière Chaudière. Une de celles qui est inondée à chaque printemps par les alluvions de la rivière, si bien qu'elle s'engraisse tout seul puis qu'elle donne sans bon sens. Printemps, été, Automne. Hiver, L'encyclopédie s'attarde au passage du temps. Dans chaque article, l'auteur décrit l'état actuel d'un bien patrimonial, puis il remonte dans le temps pour comprendre l'évolution. Percé, par exemple, est aujourd'hui un haut lieu touristique à cause de son environnement naturel exceptionnel. Au point où un parc national a été aménagé à l'île Bonaventure pour protéger cet environnement. Cette réputation date déjà de plusieurs décennies. La Gaspésie est un de ces endroits de la terre si beaux, pour parler comme Flaubert, qu'on a envie de les serrer contre son cœur. Pour nous, elle est ce coin merveilleux de notre patrie canadienne où nous allons nous promener en dilettantes ou peut-être en touristes, pressés de capter le plus possible au passage un peu de tout ce qu'elle a de particulièrement intéressant et d'inlassablement attrayant. Percé a d'abord été un point de repère pour les marins. Un havre de pêche reconnu dès le XVIIe siècle pour l'abondance des prises qu'on y faisait. La religion catholique a longtemps occupé une place centrale dans la vie des francophones d'Amérique. elle imprégnait toute leur culture. Aujourd'hui, la société s'est laïcisée. Un clocher signale l'entrée d'une université. Des églises et des couvents deviennent des habitations. Avec le temps, on recycle le patrimoine. On le transforme afin de garder vivant l'héritage. Un fort militaire est converti en musée. Une maison familiale se fait centre d'interprétation. Une école se transforme en centre culturel. Des vestiges archéologiques sont mis au jour et reprennent vie. Car le patrimoine se vit au présent. De nouveaux usages sociaux s'enracinent dans le patrimoine, qui se modifie en même temps que la société grandit. L'un et l'autre s'influencent mutuellement. Au fur et à mesure que des événements marquants se produisent, ceux-ci laissent des traces dans la société et s'inscrivent dans l'héritage collectif. L'encyclopédie porte une attention spéciale à ces processus dynamiques de construction du patrimoine, tels des reconstitutions mémorables ou des événements publics d'envergure, et les discrets processus de décision qui en définissent les orientations. Prenons l'exemple du site historique de Grand Pré. En 1847, l'écrivain américain H.W. Longfellow publie un poème sur la déportation des Acadiens. L'histoire se passe à Grand Pré. L'héroïne se nomme Évangéline. Le poème devient rapidement célèbre et les Acadiens prennent l'habitude de se rassembler à Grand Pré pour commémorer cet événement marquant de leur histoire collective. Ils reconstituent la déportation. Ils créent tout un patrimoine auquel ils s'identifient, autour duquel ils se réunissent. Aujourd'hui, les Acadiens se rassemblent plutôt à la faveur du grand tintamarre créé récemment. C'est ainsi qu'ils préfèrent célébrer leur identité et tourner leur regard vers l'avenir. Depuis longtemps, on marque le patrimoine à l'aide de plaques et de monuments. Des parcs naturels, des lieux historiques
et de multiples institutions ont pour mandat de constituer, de préserver et d'exposer le patrimoine. Divers moyens rendent aujourd'hui le patrimoine accessible et vivant. La participation des jeunes à des activités d'apprentissage, L'accueil de touristes dans une ville entièrement reconstruite où l'on recrée la vie d'autrefois. La reconstitution de batailles célèbres. La réhabilitation de personnages historiques que les générations précédentes ont négligés dans un contexte social et culturel différent. Ainsi, par le biais du patrimoine, l'encyclopédie éclaire l'évolution de la culture, de la société et des communautés francophones d'Amérique. Le site web de l'encyclopédie est de navigation facile et il est agréable à explorer. Choisissez dans la liste des articles les thèmes et les sujets que vous préférez, lisez les textes illustrés, puis consultez les films, les chansons et les documents d'archives. Un habitant de l'île d'Orléans philosophait, avec le vent, les petits oiseaux et la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait... Adressez-nous vos commentaires et revenez souvent visiter l'encyclopédie, car elle s'enrichira régulièrement de nouveaux articles et de documents supplémentaires. Il s'engageait, deux hommes armés à collet blanc lui touchent le dos, très galamment s'excusant lui lit ces mots. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Pour un bouquet de roses que je lui refusai, je voudrais que la rose fût encore au rosier. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore au rosier, et moi et ma maîtresse dans les amitiés. Il y a longtemps que je t'aime, jamais